bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du foncier. Le foncier est de nos jours une véritable source de conflits à travers le pays. Toutes les communes, qu'elles soient urbaines ou rurales, la vente des terres est légion. L'État, à travers les titres fonciers, fait des richesses et perd ainsi sa souveraineté foncière. Face à cette problématique, l'État ne doit-il pas revoir sa politique foncière aujourd'hui obsolète, à en juger par sa législation foncière et son contenu? Pour répondre à certaines préoccupations de bon nombre de nos compatriotes, victimes des problèmes domaniaux, nous recevons sur le plateau de Ndar TV, la télévision de tous les regards, M. Boubacar Bokoum, analyste politique et analyste des questions géopolitiques et sécuritaires. Fidèles téléspectateurs de Ndar TV, la télévision de tous les regards, soyez tout oreille pour comprendre les problèmes que nous allons éplucher avec notre invité, M. Boubacar Bokoum. M. Boubacar Bokoum, bonsoir. Bonsoir, M. Tchokare. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer au nom du Centre d'études stratégiques Séné, dont je suis membre, dont le directeur exécutif est le professeur Abdoulaye Niang. À tous les chercheurs de la République du Mali et à tous les collègues, je dis bonsoir et à vos téléspectateurs à travers le monde. Monsieur Bokoum, de nos jours, la question foncière reste tout entière dans notre pays. Et c'est là, dans le monde rural que dans le monde urbain. À votre avis, quelles dispositions prendre pour résoudre et pour de bien ce phénomène devenu une préoccupation à l'échelle nationale? Merci, M. Tchokare. Il est important d'abord de comprendre la nature d'un titre. Généralement, ce qu'on appelle le titre foncier est un document administratif, juridique, octroyé à un individu pour attester du titre de propriété. Alors, vous avez la première difficulté que nous avons, c'est que la notion du titre de propriété, elle n'est pas dans la notion africaine. Donc, il est important qu'aujourd'hui, que nos États comprennent qu'il ne faut pas calquer les lois occidentales et qu'il faut rester dans le cadre de nos lois. Parce que vous savez, quand vous avez un problème foncier localement, dans nos traditions, il est géré dans un conseil. Et l'autre chose aussi, la terre, on ne la vend pas, on ne la loue pas. Mais on peut permettre à des individus de travailler sur la terre. Donc, ce que vous produisez comme richesse, c'est une richesse. Mais la souveraineté de la terre revient aux communautés de localité. Donc, elle est permanente. Ce qui fait que, même si la personne décède, les terres continuent à appartenir effectivement aux personnes auxquelles les terres appartiennent à l'origine. Pour votre compréhension, vous avez par exemple dans une famille de 5 personnes où ils héritent de 5 hectares. Alors, dans le local, il est communautaire parce que les 5 hectares appartiennent à cette famille. Mais dès lors que l'intelligence occidentale nous permet d'aller vers la notion de parcellement, de morcellement, et qu'on dise, ok, chacun a son titre individuel, et qui est garanti de façon internationale, parce qu'en ce moment, il devient un titre foncier qui est inaliénable, et que l'État ne peut exproprier cette personne que pour utilité publique. Et dans cette notion d'utilité publique, il faut que l'État se rende compte d'abord que le projet qu'il appelle d'utilité publique, en termes de coûts, dans le ratio, est raisonnable. Donc, ça pose d'énormes difficultés de l'exécution. Alors, si chacun d'entre vous a son titre foncier, ça voudrait dire quoi? Que vous avez la légitimité, la légalité, comme n'importe quel Malien, d'acheter votre terrain et d'en faire un titre foncier. Ce qui est reconnu sur le droit international. Et c'est ça le piège, parce que c'est le droit international qui nous piège, qui nous sort de notre carcan ordinaire de légitimité et de légalité. Alors, donc, vous avez une certaine légalité, vous avez une certaine légitimité qui vous permet d'acheter votre titre foncier et
de l'avoir à votre nom. Mais le danger de cette procédure, c'est que à un moment donné, personne ne peut vous empêcher de le vendre. Et vous pouvez le vendre à un Russe, à un Chinois, à un Français, à qui vous voulez, parce que c'est votre propriété. Et vos ayants droit héritent de ce titre. Donc, ça devient un bien immobilisé pour les intérêts d'un individu au détriment de la communauté. Donc, finalement, à un moment donné, quand vous aurez vendu les 5 hectares, mais vous allez résider où finalement? Et c'est ce piège dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce qui fait que dans toutes nos communes, dans nos communautés, vous vous retrouvez avec des paysans qui, parce qu'ils sont pauvres, le bien matériel qu'ils ont, c'est la terre. Donc la spéculation foncière les permet de vendre. Et ceux qui achètent, effectivement, le transforment en titre foncier, le sécurisent et exproprient en réalité les communautés locales. Donc, de mon point de vue, c'est très dangereux de tomber dans le piège, effectivement, financier. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez que l'État s'appesantit sur les titres fonciers, on prétend sécuriser les terres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. On peut sécuriser les terres sans aller vers un titre foncier. Parce qu'il s'agit juste d'aller dans la bonne gouvernance, dans la rationalisation et dans l'aménagement du territoire. Donc, ce n'est pas le titre foncier qui le sécurise. Mais le titre foncier le rend commerciable. Il le met sur le marché international. C'est pourquoi les banques, ils prennent le titre foncier. Et quand vous ne remboursez pas la dette, la terre les appartient. Donc, on t'exproprie ce qui est à l'origine une richesse. Parce que l'argent qu'on te donne, en réalité, n'est pas de la richesse. C'est la terre qui est la richesse de façon permanente. Donc, elle reste de génération en génération. Et c'est ce qu'il faut préserver. Il faut préserver la souveraineté sur le foncier. Donc, cette souveraineté foncière dépend effectivement de quelle politique l'État met en œuvre. Et comme l'origine du titre de propriété est de la doctrine chrétienne, du titre de propriété des païens et des infidèles. Alors, cette doctrine qui a été élaborée à partir de l'Angleterre permet effectivement de s'approprier et de s'accaparer des terres des indigènes que nous sommes. Alors, donc, ce n'est pas une culture africaine, c'est une culture occidentale de prédation en réalité. Donc, si l'État aujourd'hui fait un calcul technique pour dire, ok, nous avons combien de maisons à Bamako, et si nous avons des titres fonciers, si toutes les maisons deviennent des titres fonciers, parce que l'esprit c'est un peu ça, ça veut dire que vous payez de l'argent et ça améliore la récupération financière au niveau de l'État. C'est comme une taxe foncière, c'est comme, voilà, donc ça fait une manne que l'État capte. Mais juste que ce que l'État capte n'est pas de la richesse, c'est du virtuel, c'est des finances, ce n'est pas de l'économie, parce que vous ne créez pas en réalité de valeur ajoutée. Mais au fur et à mesure que vous captez cette fortune, entre guillemets, vous allez la consommer dans un modèle totalement occidentalisé, et ensuite, vous aurez perdu la souveraineté sur vos terres et vous aurez facilité l'expropriation de vos concitoyens. Alors qu'il va falloir qu'on crée des mécanismes pour plutôt créer de la richesse. Donc avoir de l'argent pour soit investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, pour créer une valeur ajoutée plutôt que de faire de la ponction, et c'est du racket en réalité, organisé de l'extérieur, mais que nous calquons les modèles suivant des textes que nous avons juste plaqués et qui ne répondent pas à nos réalités. Mais vous avez parlé de racket, mais pourtant il y a des nationaux qui payent ces terres, qui sont en train de racketter les légitimités traditionnelles, les populations, en payant les terres, des hectares et des hectares pour se les approprier. Mais tout à fait, parce que l'État le permet. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une législation qui permet à quelqu'un de dire, ok, si vous achetez une terre, vous avez la possibilité de faire la mutation et de le transformer en titre foncier. Bon, vous arrivez dans un village où les gens sont relativement pauvres, ils attendent une petite manne financière pour accepter de céder les terres. Alors quand on vous les cède, ça veut dire qu'il faut aller voir un maire quelque part, qui vous fait une légalisation, ensuite vous le transposez au niveau du cadastre, ainsi de suite, vous avez un titre foncier sécurisé. Alors, donc, cette sécurisation, elle est vicieuse. Parce que, sur le point de vue de l'économie, pas durable, hein, c'est juste l'angle financier qu'il faut regarder, parce que ça permet de faire une ponction financière. Parce que si on multiplie le nombre de maisons que nous avons à Bamako par 100 000 francs, 200 000 francs ou 300 000 francs, vous voyez déjà ce que ça fait. C'est quand vous prenez les Jakarta, vous dites qu'il faut payer les vignettes, chaque Jakarta multiplié par l'autre, ça fait beaucoup d'argent. Mais juste que ce n'est pas de l'argent qui crée de la richesse, c'est un produit qui est issu
d'un aspect matériel qui immobilise de l'argent, mais qui ne crée pas réellement de la richesse. Donc, il aurait été plus intéressant pour nous de créer les conditions de la création de la richesse plutôt que l'État attende de faire des fonctions. Parce que les fonctions que l'État fait permettent juste de boucler un budget. On ne crée pas la richesse parce qu'il n'y a pas un degré élevé d'investissement. Quand vous prenez aujourd'hui le budget du Mali, qui est à peu près à 3 000 milliards, mais quand vous regardez le taux d'investissement, combien on investit réellement pour booster l'économie, pour relancer l'économie, pour créer le plein emploi jeunes et femmes, vous verrez que la fourchette est mince. Donc, le gros, c'est un fonctionnement. Alors, donc si on fait des ponctions, juste pour dire qu'on fait du rafistolage, on essaie de bricoler, à un moment donné, vous allez vous trouver à une possibilité dans le long terme. Vous avez fini de vendre vos terres, vous n'avez plus le petit billet qui en réalité n'est pas de la richesse parce que le CFA à l'étape d'aujourd'hui est une monnaie de singe, c'est une escroquerie internationale, monétaire et financière. Donc finalement, vous allez vous retrouver dans une posture où vous n'avez pas ces petits billets parce que vous êtes induit dans le mécanisme de la consommation occidentale. Vous aurez perdu les billets dans le circuit des banques et tout ça. Et ensuite, vous avez perdu l'essentiel de votre richesse. Donc je l'assimile quelque part, par métaphore, comme un paysan qui produit et qui de façon précipitée vend sa production et au bout de 6 mois est en déficit et est obligé de payer 2 fois, 3 fois plus cher le même riz qu'il a vendu un peu moins cher. Mais est-ce qu'il n'y a pas le rôle des légitimes? Quelle est la place des légitimités traditionnelles dans tout ça? Mais les légitimités traditionnelles sont dans la complicité et dans la déviation comportementale. Parce que quand vous avez des légitimités qui n'ont pas de salaire, parce que là aussi, il faut que l'État comprenne que c'est des gens qui, effectivement, leur seul pouvoir, c'est de dire « j'occupe les terres ». Mais c'est que là où il y a la confusion, c'est que ce qu'on appelle Dougoutigi ne veut pas dire quitter les propriétaires des terres. On te confie des terres. Et aucun Dougoutigi, en réalité, n'a le droit de vendre le patrimoine. Mais malheureusement, il y a une déformation qui fait que le Dougoutigi pense qu'il a le droit de le faire. Et donc, du point de vue légal, si on dit que ça a été donné par les légitimes, parce que l'esprit, c'était le prêt. On te prête pour que tu puisses y travailler. Maintenant, le prêt est transformé en vente. Donc, la communauté, au lieu de prêter, parce que quand vous prêtez, une fois que l'individu aura fini de faire son activité, les terres restent pour les communautés. Mais au lieu de sortir, de rester dans ce mécanisme de prêt, on rentre dans un mécanisme économique, c'est les Occidentaux qui nous ont amené cette procédure financière. Donc, finalement, vous le vendez, et toutes les légitimités cautionnent que ça a été donné ou vendu, et administrativement, vous partez à une régularisation qui va vous permettre de payer les taxes que l'État vous demande pour transformer le titre en titre foncier. Et dès lors que vous avez transformé le titre en titre foncier, là, ça devient difficile pour quelqu'un de vous exproprier. Donc, ça devient un titre qui est rigide. Alors, cette rigidité permet effectivement de bloquer même l'État. Parce que l'État étant à l'origine celui à qui appartient les terres, quand il en a besoin, il est obligé d'engager une procédure d'expropriation en parlant d'utilité publique. Et quand il y a l'utilité publique, l'expropriation ne se fait pas sans dédommagement. Donc, le droit dit qu'il faut aller à une compensation juste et équitable. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas un barème, vous êtes obligé d'aller à une négociation pour fixer le dédommagement. Et souvent, ça peut valoir les yeux de la tête. Ça coûte extrêmement cher quand ça devient un titre foncier qu'on prétend avoir eu de la valeur. Avoir eu de la valeur sur quelle base? Sur la valeur spéculative. Donc, à un moment donné, vous allez vous trouver avec un terrain que vous avez payé à 100 000 francs et que vous avez mis peut-être 1 million pour avoir le titre foncier. Et la personne, au moment de revendre, va vous demander 50 millions ou 100 millions. Et c'est ce même État qui va être obligé, pour utilité publique, de se mettre dans la posture de celui qui va reconquérir encore ces mêmes terres. Et l'autre danger aujourd'hui, quand vous regardez, on n'a pas fini de faire l'inventaire de notre sous-sol. Imaginez-vous qu'en 2030 ou 2032, qu'on découvre que tout le sol de Bamako est garni de lithium. Alors comment on va faire?
tout le monde a transformé déjà sa maison en titre foncier. Parce que le droit aujourd'hui, le code est en train de nous dire, bon, trouvez les moyens de transformer vos maisons en titre foncier, sinon je ne vous reconnais plus le document que vous avez, un permis ou une lettre d'attribution. Ok, maintenant j'ai un titre foncier et cette collectivité, cet ensemble de personnes qui ont leur titre foncier, comment l'État va les exproprier et les dédommager tous pour dire on rentre dans la richesse? Difficile. Ce n'est pas une intelligence économique, mais c'est plutôt une intelligence financière qui relève plutôt de la ponction d'un mécanisme qui ne rentre pas dans le cadre du développement durable. Monsieur Bokoum, oui, à Bamako, comme dans plusieurs localités du pays, les conflits domaniaux occupent une place non moindre dans les tribunaux. Quelle est votre lecture de cette problématique inquiétante? Quel enseignement, surtout quand on sait qu'une même parcelle est vendue à 2, 3, 4 personnes? Mais justement parce que déjà la problématique de l'aménagement du territoire n'a pas été traitée. Parce que quand vous avez un espace qui appartient à une collectivité, il va falloir définir la zone industrielle, il va falloir définir la zone agricole, il va falloir protéger un certain nombre de secteurs. Parce que quand vous prenez nos communes, généralement, elles sont rurales. Donc, l'espace doit plutôt servir à la production. Alors, au lieu de produire, on se met à spéculer. Les terres qui auraient dû nous servir à créer de la richesse sont progressivement vendues. Donc, c'est de l'argent facile. Donc, les communautés, effectivement, sont tombées dans ce piège. Donc, ça veut dire que très facilement, on vous désigne un espace, vous le transformez en titre et vous le vendez. Alors, donc, si on rentre dans cette notion de spéculation, vous avez beaucoup d'acteurs qui finalement interviennent dans le même secteur. Vous avez un moment les préfets, vous avez les maires et ce qu'on appelle généralement les coxeurs, les intermédiaires. Alors, donc, à l'époque, je me rappelle quand le problème des logements sociaux avait commencé, on avait émis l'idée que, mais au lieu d'aller dans le système de logements fonciers, sociaux, pardon, pourquoi ne pas amoindrir le coût d'un terrain et de donner la possibilité à chaque citoyen d'avoir accès à un terrain à moindre coût et il construit à son rythme et avec ses moyens de bord. Mais au lieu de ça, on morcelle le terrain et vous avez des gens qui se promènent avec 50 titres dans leur sac, sans organisation, sans méthode. Donc, forcément, n'ayant pas travaillé sur l'espace, ils dupliquent le même modèle. Et il y a l'impunité au niveau de la justice qui fait que c'est difficile aussi pour la justice de faire une enquête évidente parce que le cadastre n'était pas bien organisé. Ensuite, pour faire une enquête réelle dans ce genre de dossier, on n'a pas de spécialistes bien outillés pour aller à la véracité des choses. Donc, forcément, les gens, ils sont dans les conflits, ils sont dans l'expropriation et souvent, vous avez 3 ou 4 personnes qui ont des documents différents, mais pour le même espace. Alors que s'il y avait un système informatique bien organisé, mais le terrain ne peut pas être attribué. Mais vous avez pu constater que même nos cartes d'identité, la même personne pouvait avoir 3 cartes d'identité, une carte d'identité faite au 11e, une carte d'identité au 3e, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'on est dans la carte biométrique, vous avez un seul numéro pour un seul individu. Donc, on aurait pu avoir aussi cette capacité de savoir qui a un lot et qui ne l'a pas et à qui il appartient. Donc, c'est juste un problème de bonne gouvernance foncière. Ça n'a rien à voir, la notion de titre, ça c'est une autre notion sur le plan international qui effectivement nous inféode à un système mondial où on va dire, bon, pour avoir un prêt, il faut que vous ayez un titre foncier parce que c'est une garantie. Voilà, il est rigide, il est inaliénable. Donc ça c'est juste une intelligence du cartel bancaire financier mondial qui est en train de nous mettre dans un système de recul économique. Recul économique, oui. L'expropriation, la spéculation foncière. Tout à fait. À Bamako et ses zones périphériques, ne disposent plus de terres. Et pourtant, les maires continuent de vendre les terres. L'on exproprie des personnes et l'on revend. Monsieur Bokoum. Oui. Alors, comment comprenez-vous cela? Mais ça veut dire que juste, on n'est pas dans l'organisation, dans la bonne organisation et la bonne méthode de la gestion de nos terres. Les terres, fondamentalement, doivent servir à la production en grande majorité.
Alors, vous sortez de Bamako aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, quand vous sortez de Bamako pour aller à Koulikoro, vous avez des manguiers où vous pouvez cueillir des mangues tout en passant pour aller à Koulikoro. Mais aujourd'hui, vous n'avez que des soi-disant fermes ou des maisons. Donc finalement, la production de mangue n'existe plus. Parce que les fermes aussi, quand vous regardez, c'est des modèles de fermes qui tuent l'économie réelle. Pour anecdote, aujourd'hui vous prenez votre véhicule, vous voulez aller à Koutchala. Il y avait quelques années, vous avez des pintades sur la route, vous avez des œufs, vous avez une économie locale qui était florissante. Mais aujourd'hui, vous faites ce trajet, mais vous ne verrez absolument rien du tout. Parce qu'il y a quelques richissimes qui ont commencé à faire le poulet de chair, mais qui, dans la réalité, n'est pas économique. Mais parce que la source de l'argent, elle est douteuse. La manne financière mobilisée, elle est douteuse. Le mécanisme économique mis en place, il est douteux parce que le Mali n'a pas une politique globale d'économie pour effectivement motiver ce genre de secteur. Donc, vous allez vous retrouver avec tous ceux qui avaient ce modèle de l'agriculture familiale, qui ont abandonné au profit d'une ferme d'un autre niveau, mais qui en réalité n'est pas dans la condition de la création de la richesse locale, mais plutôt qui exproprie les communautés locales, qui tuent leur économie locale et qui, effectivement, travaillent dans une autre chaîne de distribution, une autre chaîne de création de valeur. Donc, la chaîne de valeur disparaît au profit d'un ou de deux individus. J'ai beaucoup. Les titres fonciers dans leur contenu actuel ne sont-ils pas dépassés? Bon, cette notion n'est-elle pas en danger quand l'on veut assurer surtout sa souveraineté foncière? C'est là où je suis totalement d'accord avec vous, M. Tchokaré. Parce qu'en réalité, dans les réformes, on n'a pas tenu compte que jusqu'à aujourd'hui, nous copions exactement les textes occidentaux. Alors que si nous voulons nous émanciper de ce modèle occidental, si nous voulons avoir la souveraineté économique, monétaire et financière, il faut qu'on ait une certaine souveraineté sur le foncier. Faites juste un petit calcul. Le Mali fait 1 241 238 km². Nous sommes estimés aujourd'hui à peu près 23 millions d'habitants. Alors, si vous faites la division, vous avez 5 hectares par personne. Alors, supposons que chacun achète 5 hectares et en fasse un titre foncier et qu'il décide de le vendre. Alors, l'État est sur quel espace souverain? Donc, vous verrez clairement que vous perdez totalement votre souveraineté. Et par un truchement du droit, vous ne pouvez pas dire que c'est illégal, vous ne pouvez pas dire que c'est illégitime. Parce que c'est le code domanial qui dit que tu peux avoir un titre foncier en respectant les différentes procédures qui sont légales. Alors, donc, il faut une vision politique. Il faut que nos dirigeants comprennent que ce mécanisme ne convient pas à notre développement. Tout en sachant qu'à la date d'aujourd'hui, les textes que nous avons, mais elles s'appliquent à nous tous. Donc, on ne peut pas dire que c'est une violation des textes. Non, mais c'est un mauvais coaching. Ce n'est pas bien pour nous aujourd'hui de rester dans les stéréotypés néocoloniaux. Parce que la notion de titre a une consonance coloniale. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand vous partez à l'office du Niger, on parle du colon. Colon colonna. Qu'est-ce que ça veut dire? L'espace qui appartient au colon. Et quand vous pactisez avec les gestionnaires de cet espace, ça veut dire que vous rentrez dans un domaine de colonisation. Vous acceptez la colonisation. Donc, vous êtes dans une logique où les anciens préceptes coloniaux n'ont pas disparu. Les stigmates n'ont pas disparu. L'intelligence néocoloniale est toujours là de façon pernicieuse et elle perdure. Donc, il va falloir que nos autorités nettoient tout ce qui a le résiduel néocolonial. Je sais que ça dérange les lobbies, ça dérange les gens qui sont enrichis, ça dérange la grande mafia. Je le sais parfaitement bien, mais pour le bien de la majorité de la population, je pense qu'il faut revoir cette façon de faire les choses. Il faut revenir à des titres classiques, dans un répertoire bien ficelé, dans une architecture bien aménagée et avec un contrôle strict.
On ne peut pas me faire croire que parce que la notion c'est une lettre d'attribution ou que c'est un permis d'occuper, qu'on ne peut pas le contrôler. Il s'agit de morceler l'espace, de savoir l'entièreté de son territoire, de savoir ce qui existe. Si on fait une bonne cartographie, on sait dans le parcellement à qui on a attribué quelle parcelle ou telle parcelle. Donc ce n'est pas compliqué. Il s'agit juste de le vouloir et de s'organiser. On n'est pas obligé d'aller vers les titres fonciers. Les titres fonciers, comme je l'ai dit tantôt, c'est une intelligence occidentale, c'est une loi néocoloniale aujourd'hui qu'on doit abolir. On ne doit plus se laisser embarquer dans ce genre de loi parce qu'on se dit c'est l'international. Oui, l'international, mais nous devons nous préserver des prédateurs. Et c'est à travers le titre foncier aujourd'hui qu'on parvient de façon subtile, de façon intelligente à nous exproprier. Vous avez le paysan qui a tendance, parce qu'il est en difficulté, de vendre sa terre et à un moment donné, il n'a plus d'espace pour cultiver. Et je pense que vous pouvez le constater avec moi que dans beaucoup de communes, c'est le cas. J'ai même vu récemment une vidéo sur les réseaux sociaux où tout un village semble avoir été vendu, acheté par quelqu'un et il en a fait un titre foncier et la personne a interpellé sur les réseaux sociaux le président de la République pour qu'il s'implique parce que c'est un village qui quand même est centenaire ou sinon bicentenaire. Alors comment se fait-il qu'un seul individu s'approprie de 200, 300 hectares sur un espace? Voilà, c'est compliqué. Oui, les prédateurs, il y en a dans notre pays. Exact. Alors, est-ce que ce n'est pas une connivence avec les élus et avec les autorités? Oui, ben, on peut regarder la chose sous plusieurs angles. Mais en fait, on a la coalition de fonctionnaires du privé et de la société civile. Et tout ça, ça relève de la même mafia. Au sein de l'administration, on a des cadres véreux. Maintenant, ils profitent des failles du système. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas contester à quelqu'un de faire un titre foncier. Donc, c'est le fond du problème qu'il faut résoudre. Même s'il y a une spéculation, mais le fond, c'est qu'on permet déjà à des gens de garantir et de sécuriser des terres. Sans contrôle. Ça veut dire qu'il suffit que vous partez dans un village, on vous montre un espace, vous prenez un géomètre, vous faites la mesure et ensuite vous faites la transformation en titre foncier. Sans forme de calcul. Donc il n'y a pas de planification. Donc en réalité, il faut juste qu'au sommet de l'État, qu'il y ait une planification stratégique. Qu'on ne dise pas qu'il faut libérer les terres n'importe comment. Ton logement peut être sécurisé parce que c'est individuel. On doit mesurer le nombre de personnes qui ont leur maison à titre d'habitat. Mais quand vous regardez ce qu'on est en train de perdre tous les jours, 200 hectares, 300 hectares morcelés et en titre foncier, mais à un moment donné, même si on ne donnait que 5 hectares, à un moment donné, si la population est multipliée par 2 ou par 3, dans les années à venir, on va se retrouver dans des difficultés où on ne pourra pas donner des terres à tout le monde. Alors que les terres doivent être un levier de production. Ça doit être un levier de développement. Donc c'est un instrument précieux qu'il ne faut pas dilapider. Il faut préserver les terres. C'est ce qui permet de créer la richesse. M. Bokoum, nous sommes au terme de cette émission Échange. Quel est votre dernier message vers les autorités, vers les élus et vers la population? Alors, les élus, ce n'est pas eux le problème parce qu'on les a donné des prérogatives qu'ils n'auraient pas dû avoir. Donc, je pense que c'est les autorités qu'il faut interpeller. Les maires doivent être ceux qui gèrent les trucs de salubrité, d'assainissement, mais pas être les gestionnaires du patrimoine national. Non, pas du tout. Ni les chefs de village, ni les maires, encore moins les préfets ne doivent avoir une autorité pour la vente des terres. C'est l'État qui doit statuer sur les zones qu'on peut vendre ou qu'on ne peut pas vendre. Donc, si les zones sont délimitées dans un aménagement bien structuré, le citoyen lambda peut aller à un guichet, acheter sa terre où il le souhaite de façon légale, sans forme de spéculation. Mais si on laisse des gens qui n'ont aucune vision stratégique, qui ne voient que leur poche, mais forcément, vous allez tomber dans le piège de la spéculation. Donc, forcément, un maire sorti de nulle part. Et juste que par rapport à nos maires, un maire sans salaire, où on dit qu'il est bénévole. Mais ça ne colle pas avec notre réalité. Pas du tout. Dans les pays développés, les gens, après avoir pris leur retraite, se reconvertissent pour faire la politique et ils sont maires de leur ville ou de leur village.
Mais un jeune qui ne travaille pas, qui s'inscrit en politique, qui dit je suis maire, et vous le maintenez dans ce carcan de maire sans salaire, mais forcément, vous l'ouvrez les vannes pour qu'il cherche les poches dans lesquelles il peut voler. Et les terres, c'est une opportunité, parce que c'est de la valeur. Alors sur le plan international, c'est de la valeur. Donc, ça permet aux gens de s'enrichir. Donc, on ne doit pas permettre à l'État de s'enrichir par la terre. On ne vend pas la terre pour s'enrichir. Non. On vend la terre peut-être par nécessité. On octroie la terre par nécessité. Mais on ne doit pas faire de la terre un instrument pour s'enrichir. Parce que c'est une denrée rare. On ne doit pas vendre les terres. On doit les conserver. Maintenant, donner le logement aux gens, donner des espaces pour permettre aux gens de travailler, oui. Mais on ne doit pas accepter de se faire déposséder de ces terres. Donc cette doctrine de l'expropriation des titres, nous ne devrons pas l'accepter. Ça veut dire que quelque part, on n'a même pas compris la nature de ce qu'on appelle le titre. La nature, elle est d'origine chrétienne, où on avait pensé, effectivement, avec la famille Cabot et Henri VII, on avait pensé que le noir, ou les indigènes que nous sommes, la nation chrétienne est en conflit et est capable ou a le droit d'aller n'importe où, de s'approprier de nos terres, de nos biens, sinon même de nos vies. C'est ça. Et le titre, il est créé sur cette base. C'est pourquoi vous avez la Banque mondiale et le FMI, même les Nations unies sont créées sur cette base judéo-chrétienne. Parce que les pays arabes ont échoué. C'est vrai, beaucoup me diront que, oui, on a été aussi colonisé par les Arabes, on a été séquestrés, on a connu beaucoup d'exactions. C'est vrai. Mais aujourd'hui, les Arabes ne pèsent pas dans le monde. Ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui, ceux qui ont le contrôle du monde aujourd'hui, sont des civilisations judéo-chrétiennes. C'est ça la réalité. Donc, les doctrines ancrées dans la mémoire de cette civilisation judéo-chrétienne continuent aujourd'hui à gérer le monde. C'est pourquoi vous avez cette grande famille Rothschild, qui est une famille juive, qui est l'une des familles les plus riches du monde, qui continue à contrôler l'économie mondiale. Mais quand vous verrez dans les grands documents, vous ne verrez jamais le nom de Rothschild cité par rapport à quelque chose. Mais par contre, c'est eux qui contrôlent le monde. Et ils ont le contrôle des États-Unis d'Amérique depuis 1903. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est le cas. Donc toute personne qui ne va pas dans leur sens, ils vous écrasent. C'est ça la notion du terrorisme, c'est ça le chaos, c'est ça le choc, c'est ça les différentes doctrines qui impulsent l'économie des pays occidentaux. Donc toute personne qui ne rentre pas dans ce logiciel, vous êtes persona non grata et économiquement vous êtes écrasé. Donc aujourd'hui, le système du titre foncier permet à ces prédateurs d'avoir une certaine maîtrise et le contrôle de nos pays. Quand vous regardez dans certaines de nos zones, vous avez encore des titres fonciers. Par exemple, à Samanco, c'est un titre foncier qui date de 1959, si j'ai bonne mémoire. Vous avez des zones de Baguineda qui sont des titres français, naturellement, qui sont encore signés par le gouverneur soudanais. Donc, toutes ces choses constituent des goulots d'étranglement. Donc, c'est très dangereux aujourd'hui de badiner avec le foncier. Le foncier est très sensible et c'est une source plutôt économique, de stabilité, et non une source spéculative. Donc je pense aujourd'hui, quand vous regardez le contour du foncier, vous allez vous rendre compte que ça plairait aux Occidentaux dans leur doctrine d'avoir une main intelligente, parce qu'on passe même à travers une tierce personne pour avoir un titre. Quand vous regardez au niveau des mines, vous avez un permis minier. Le permis minier, c'est la même doctrine. Donc forcément, les collectivités territoriales ou les communautés de localité ne sont pas propriétaires de l'or qui est extraite de cette zone. Elle appartient à cette multinationale. C'est ça la réalité. Donc vous êtes encore dans l'expropriation par l'intelligence du titre. Parce que quand on veut vous octroyer un permis dans une zone minière, on dit que c'est une zone libre. Et zone libre, ça veut dire quoi en réalité? Parce qu'aucune zone n'est réellement libre par rapport à ton authenticité, par rapport à la culture, par rapport à son habitation. Mais elle est libre parce que cette nation judéo-chrétienne est absente. Donc, on vous octroie un permis lorsqu'on sait que le Chinois n'est pas là, le Japonais n'est pas là. Donc, on estime que c'est une zone libre et on vous octroie la zone. Alors que c'est ce qui se passe à Kenyeba. On ne peut pas nous dire que Kenyeba est une zone libre. Les villages dans lesquels on va pour l'exploitation minière, elles ne sont pas des zones libres. C'est des zones bel et bien occupées et qui ont des propriétaires. Mais
la doctrine chrétienne à laquelle le titre est adossé permet d'exproprier de façon subtile et intelligente en nous disant « Ah oui, c'est une zone libre ». Mais ça veut dire qu'on va juste regarder, est-ce que Rangold est là? Ah, ça c'est son espace, parce que ce permis appartient à, oui, ce permis appartient à qui? Bon, on voit qu'il n'y a pas de nation chrétienne, on dit ok, maintenant on peut l'octroyer à une tierce personne. Donc à partir de là, on crée un autre permis pour cette personne. Donc en réalité, c'est cette doctrine qui permet totalement de nous sortir du cadre de façon subtile, mais sur une base légale, parce que c'est une mouture du FMI et de la Banque mondiale, donc on est obligé de se conformer à ce modèle, de savoir que le Mali ne doit pas dépasser 20% dans l'investissement d'une entreprise, parce que c'est pas normal, on n'est pas assez efficace, ou de l'autre côté, c'est de dire il faut limiter le nombre d'employés, il faut aller à un ajustement structurel, il faut rationaliser, alors que tout le monde sait que l'austérité n'est pas de l'économie. Non, ce n'est pas vrai. Il faut travailler à créer de la richesse. Il faut aller dans l'économie réelle. Voilà le message que je voulais faire passer à nous. L'austérité n'est pas de l'économie, M. Bokoum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, téléspectateurs de Ndar TV, la télévision de tous les regards, merci de votre fidélité et au prochain numéro d'Échange.